Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box et vous nous retrouvez chaque soir en replay, en rattrapage sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, 3 semaines de crise iranienne et de conflits dans le Golfe qui maintiennent les investisseurs sous pression avec une séance particulièrement difficile aujourd'hui pour la plupart des classe d'actifs. Pauline Gratel vous apportera plus de détails sur les derniers développements géopolitiques dans le Golfe, bien sûr, et les mouvements du jour sur les marchés. C'est pas tant d'ailleurs sur les marchés actions que la baisse est la plus prononcée, c'est bien sur les marchés obligataires, avec des rendements qui sont en train de s'envoler d'une dizaine de points de base. On parle des taux à 10 ans, voire plus, aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, un mouvement de sell-off global pour les marchés obligataires, avec des prix du pétrole qui restent à des niveaux élevés, quand bien même ils n'ont pas battu de nouveaux records au cours des dernières heures. Le baril de Brent s'équilibre toujours autour de $110 au moment où l'on se parle, mais les craintes d'inflation sont bel et bien présentes aujourd'hui, à tel point que les investisseurs sont en train de renverser complètement leurs anticipations en matière de décisions de politique monétaire dans les prochains mois, et ce sont bien des hausses de taux désormais qui sont pricées et pleinement intégrées par les marchés, tant côté européen que côté américain. Pauline Gratel avec nous dans un instant, et puis nous accueillerons bien sûr, comme chaque troisième vendredi du mois, les 3 sorciers de Smart Bourse dans un contexte de crise géopolitique bien sûr. C'est donc une échéance un peu particulière, une échéance trimestrielle d'ailleurs, avec des marchés qui étaient déjà passablement volatiles au cours des journées précédentes. Les 3 sorciers de Smart Bourse à suivre donc dans un instant, et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque mois, nous recevrons les équipes du Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière. Nous parlerons ce soir avec Louis Yang des ETF actifs. Rendez-vous à 17h45 dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. On commence non pas avec les marchés actions, mais les marchés obligataires. C'est là où beaucoup de choses se passent aujourd'hui notamment. Oui, les rendements s'envolent avec un 10 ans américain qui se tend de 10 points de base et qui est désormais sur le seuil de 4,40%. Toute la courbe de 2 à 30 ans se tend aussi d'une dizaine de points de base environ. Le rendement allemand à 10 ans de son côté bondit au-delà de 3% au plus haut depuis 2011. Tous les autres rendements européens bondissent également de minimum 10 points de base. Les rendements français et grecs à 10 ans atteignent des sommets annuels. Le rendement britannique à 10 ans prend 15 points de base au-delà de 5%. Sur le marché des changes, le dollar reste ferme avec un euro-dollar autour de 1,1530. Les craintes sur l'inflation que le conflit va engendrer se font encore plus présentes. Le marché table désormais sur 3 hausses de taux de la BCE et une hausse de taux de la Fed d'ici la fin d'année. Effectivement, des anticipations qui ont drastiquement été modifiées, notamment au terme de cette semaine qui était marquée par de nombreuses prises de parole de banques centrales. Où en est-on de la situation géopolitique? Quels sont les derniers développements dans le Golfe, Pauline? Selon Axios, les États-Unis envisagent d'occuper l'île iranienne de Karg sans décision arrêtée. Le Wall Street Journal rapporte que les États-Unis sont prêts à envoyer des milliers de marines supplémentaires sur place. Au Koweït, une raffinerie clé a été partiellement fermée face aux attaques iraniennes. Malgré des signes d'accalmie ce matin et le soutien réaffirmé de plusieurs pays à la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, dont la France, les tensions ont brutalement repris avec 16 navires iraniens frappés dans un port du Golfe. Le détroit d'Ormuz reste impraticable. Oui, effectivement, avec des questions sur la continuité de l'approvisionnement ou non dans certaines zones. Les émergents subissent déjà certaines pénuries, et puis on voit certains barils de pétrole côté à Oman ou au Dubaï qui sont déjà bien au-delà des prix qu'on peut observer sur nos marchés en Europe ou aux États-Unis. Je crois que j'ai vu que le brut de Oman, coté à Oman, s'envolait à $170 le baril. Qu'en est-il sur nos marchés quand on parle du pétrole, Pauline? Après 2 séances hyper volatiles, les prix de l'énergie tentent de se stabiliser. Pour rappel, les prix s'étaient envolés hier. Le gaz européen bondissait de 35% et le Brent grimpait de 10%. Aujourd'hui, le baril de Brent se traite autour de $110 et le gaz
naturel se stabilise. D'ailleurs, en France, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie évoque une possible hausse de 15% des factures de gaz dès le mois de mai. Du côté des indices actions, on peut noter une forme de résilience. On aura l'occasion d'en discuter dans un instant avec les trois sorciers de Smart Bourse, mais le sens du moment reste quand même bien le sens de la baisse aujourd'hui encore, Pauline. Oui, les indices européens évoluaient en hausse ce matin avant que la tendance ne s'inverse totalement. En France, par exemple, le CAC 40 gagnait près de 1% ce matin avant de faire demi-tour pour perdre 1,5% et évoluer autour de 7700 points dans le sillage des indices américains qui ont pris le chemin de la baisse avec un Nasdaq en chute de plus de 1% dans les premiers échanges, pénalisé par Supermicro, on y revient, et par la situation au Moyen-Orient. L'indice VIX de la volatilité s'envole de 10% au-delà de 25. Bon, quelles sont les performances qu'on peut observer sur un mois en cette journée d'échéance trimestrielle sur les marchés, Pauline? Oui, c'est la séance des 4 sorcières. Aujourd'hui, plusieurs produits dérivés sont donc arrivés à expiration, l'occasion de faire un bilan mensuel qui coïncide presque avec le début du conflit. Sur un mois concernant l'Europe, le Stoxx 600 et le CAC 40 perdent 9%, le DAX allemand plonge de plus de 10%, l'IBEX et le FTSE de 7%. Aux États-Unis, le Dow Jones perd 8%, le S&P 500 et le Nasdaq environ 5%. En Asie, le Nikkei recule de 7% et le Hang Seng de 5%. Enfin, le MSCI World perd environ 5%. Et donc, vous le disiez, mauvaise pioche pour Supermicro aux États-Unis, dont le titre s'effondre. Oui, le titre plonge de 30% dans les premiers échanges à Wall Street. Les États-Unis ont inculpé 3 personnes de l'entreprise, dont le cofondateur, pour contrebande de puces Nvidia, notamment vers la Chine. Ils auraient envoyé illégalement 2,5 milliards de dollars de puces. Le plongeon du jour a effacé environ 5 milliards de dollars de capitalisation boursière de Supermicro. Quel sera le programme ou quels seront les temps forts à l'agenda la semaine prochaine pour les investisseurs, Pauline? On attend la semaine prochaine toute une série de PMI préliminaires pour le mois de mars, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis. Et on sera également attentif à l'indice IFO allemand du mois de mars et à l'inflation britannique de février. Tendance, mon ami. Chaque soir, Pauline Grattel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Les trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués chaque troisième vendredi du mois pour débriefer l'échéance trimestrielle, en l'occurrence cette échéance du mois de mars. Philippe Béchade est à nos côtés, le président des Éconoclastes, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Romain Dobré nous accompagne en plateau également, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'atelier des options. Bonsoir Romain. Bonsoir Gérard. Et Jean-Luc Hussac, une fois n'est pas coutume, est avec nous à distance. Bonsoir et bienvenue Jean-Louis. Merci d'être à nos côtés également chez Perceval Finance Conseil. Bilan d'une échéance évidemment passablement tourmentée, troublée par 3 semaines révolues désormais de crise iranienne et de guerre dans le Golfe, Romain. 7695,9, c'est le cours de compensation pour l'indice CAC 40 pour cette échéance du mois de mars. Ça fait une baisse de 9% par rapport à la précédente, 8478. Un mouvement de baisse évidemment qui est un peu marqué. Les éléments intéressants au cours de cette échéance, c'est qu'on a retrouvé pour la première fois depuis 2022 des niveaux de pression baissière qu'on n'avait pas enregistrés sur les futurs, sur l'Eurostoxx, sur le CAC 40. Donc la position ouverte a augmenté. On disait depuis longtemps qu'elle était assez faible. Elle a augmenté, mais dans le sens de la baisse. Donc des stratégies qui sont potentiellement baissières dans ce contexte. Et qui se mettent en place et qui se confirment manifestement. Alors, c'est un peu le cas aussi sur les indices américains, mais c'est plus difficile à distinguer. D'une part parce que c'est moins flagrant, mais c'est nouveau aussi. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas enregistré ça, d'une part. Et puis d'autre part, ça s'est fait dans des mouvements un peu plus tardifs et qui étaient liés aussi au contexte. Donc, est-ce que c'est de la couverture ou est-ce que c'est vraiment des stratégies baissières? C'est plus difficile à identifier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait aussi du côté des ratios put-call une énorme complaisance. On l'évoquait le mois dernier en Europe, 0,65 autour pour l'Eurostoxx notamment, alors qu'on était plutôt prudent, à autour de 1 sur les indices américains, sur le S&P. Donc, c'est ce qui s'est confirmé, ce qui s'est traduit dans le mouvement de baisse, beaucoup plus marqué, beaucoup plus de surprises à la baisse pour les indices européens et beaucoup plus de stabilité, et même une stabilité qui est relativement étonnante vu le contexte sur les indices américains.
À aujourd'hui, les ratios put-call sont évidemment très nettement remontés. Le warning qui avait déjà été donné en amont sur les indices américains s'est confirmé. Donc on arrive à des ratios put-call qui, sur l'échéance en cours, sont aux alentours de 1,15, 1,20. Sur les échéances à venir, c'est-à-dire avril, qui n'est pas une échéance majeure, mais je suis allé voir jusqu'au mois de juin, on a des ratios put-call qui sont du même acabit. Donc on est protégé, même jusqu'au mois de juin. On est très prudent et pas uniquement pour la séquence en cours. Sur les indices européens, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on a rehaussé très nettement les niveaux de couverture. Et pareil jusqu'au mois de juin, mais on a des niveaux de couverture qui sont même plus importants et peut-être un peu excessifs. Sait-on jamais, sur le CAC 40, on atteint des niveaux qui sont, alors sur une position ouverte qui est plus faible, évidemment, sur l'indice CAC 40, mais des niveaux qui sont aux alentours de 1,70, 1,80. Donc ça veut dire que là, on est peut-être en train de toucher un paroxysme de pessimisme, qui est assez légitime compte tenu du contexte. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que compte tenu de la situation globale, et évidemment géopolitique, évidemment en termes d'évolution sur les matières premières et les indices, je trouve que les indices sont extrêmement solides, extrêmement stable. C'est ça. On n'a pas vu de capitulation du fait de ces protections, de ces couvertures qui existaient avant. Enfin, on verra ce que Jean-Louis dit, mais ça fait quand même des mois qu'on répète que les investisseurs sont prudents, vigilants, qu'il y a quand même des couvertures dans les portefeuilles. Ce niveau de couverture a augmenté. Il n'y a pas eu de phénomène de liquidation et de capitulation sur les marchés actions, j'entends. Pas de capitulation, les mouvements graphiques techniques, des retracements, qui sont des mouvements de baisse assez marqués sur les indices européens, mais effectivement sur les indices américains, c'est quand même extrêmement solide compte tenu du contexte. On a enregistré peut-être au max, je crois, environ 3% de baisse sur le DAX. C'est un peu le mouvement le plus violent. Compte tenu, encore une fois, du contexte, on aurait pu s'attendre à des mouvements de baisse bien plus marqués. Et même, encore une fois, là, sur les indices américains, on est à un virage sur des niveaux pivots qui, bien, en gros, nous indique, en clair, même nous indique quitte ou double. C'est-à-dire que soit on rebondit ici, on peut remonter de l'ordre de 5% sur les indices américains, soit le sell-off, il est de 5% complémentaire. C'est vraiment les niveaux charnières qu'on est en train de tester en ce moment, avec, encore une fois, ces taux à 10 ans aussi qui sont quand même un élément à surveiller, qui accélère aujourd'hui pour la première fois. Jean-Louis, ça fait plusieurs mois, je parle sous votre contrôle, que vous nous le répétez, il n'y a pas de complaisance dans ces marchés, les investisseurs sont prudents, sont vigilants, on accumule des risques, tout le monde en a conscience, c'est difficile d'imaginer d'aller beaucoup plus haut que les 8600 points qu'on a marqués, je crois, au top sur le CAC 40. Je parle du monde d'avant la crise iranienne. Évidemment que le niveau de vigilance et de protection est renforcé depuis 3 semaines. Est-ce que ça limite le potentiel de baisse des marchés? Est-ce que ça explique cette résistance qu'on peut avoir dans la baisse, Jean-Louis? Et est-ce que ça peut tenir comme ça? Alors les marchés ont bien résisté, c'est vrai, ils étaient très résilients, mais depuis les attaques là, sur les sites stratégiques de pétrole et de gaz, il y a quand même un changement de climat, si vous voulez. Il y a le niveau d'inquiétude long terme sur l'économie mondiale est monté d'un cran. OK. Maintenant, on voit également qu'il n'y a pas de panique, en effet, et c'est la conséquence de cette volatilité implicite qui n'a jamais été complaisante. Et dès qu'on stresse, on monte à 22, 23. Dès que ça se déstresse, on revient un peu vers 18. Mais oui, on est loin des 14. Et évidemment, en temps de crise, on reste, c'est normal, au-dessus de 16, 17. Donc, là, clairement, l'Europe, en plus, sous-performe, c'est vrai, parce que elle est très dépendante de l'énergie et importée, puisqu'il faut l'importer, cette énergie, en Europe. Donc l'impact pour l'Europe de la crise pourrait être amplifié, surtout si elle dure. Donc on a des marchés qui ont tendance quand même depuis 48 heures, je trouve, un peu à craquer. Objectif 7005, pourquoi pas. Après, les deux niveaux suivants, c'est 7100, si vraiment ça commence à se dégrader très sensiblement, et si ça dure, il y aurait 7100, 6008. Bon, ça fait encore du chemin. Maintenant, tout est possible. Le problème, c'est que vous voyez bien que les réactions sont extrêmement binaires de la part des investisseurs. Et j'imagine qu'à la veille d'un week-end, généralement, dans ce genre de conflit, on n'a pas envie d'être trop lourd ou trop chargé en risque. C'est ce que j'allais dire. Qui a envie de payer la veille du week-end? Personne. Donc là, parce que ce qu'on a vu à nombreuses reprises, c'est des acheteurs qui, lorsque ça va pas très bien, il y a un peu d'inquiétude, ils reculaient et les vendeurs avançaient.
et puis l'inverse quand ça allait mieux, mais vous voyez, il n'y avait pas les grandes manœuvres. En revanche, s'il n'y a pas de grandes manœuvres, il y a énormément d'arbitrage. Mmh. Mais alors, c'est très impressionnant. D'abord parce qu'il y a une grosse demande d'options, donc il y a beaucoup d'arbitrage sur ces options avec des volatilités implicites à 22, 23, 24. Et donc, le market maker, lui, ça l'intéresse de vendre, et il sait protéger ses positions en temps réel. Donc, ça l'intéresse de vendre cette volatilité. Et puis, l'arbitrage vraiment incroyable qu'on a pu constater à la seconde près, en permanence, c'était pétrole indice. Mmh. C'est indice action. Dès qu'il y a un qui monte, l'autre qui baisse, et l'inverse, quoi. Donc, beaucoup d'arbitrage, donc beaucoup d'éléments techniques sur les marchés, et des investisseurs qui ont longtemps gardé à l'esprit que, eh bien, on va aller à la chasse aux bonnes affaires. Sauf que je vous dis, là, depuis 2, 3 jours, on sent quand même que cette méfiance est montée d'un cran, que le marché ne rebondit plus, que les indices européens, bon, parfois, oui, ce matin, ils sont partis un peu à la reprise, mais vous vous rendez compte, là, depuis 14 heures, Ah oui, l'Eurostoxx, il a ça a perdu perdu 2,5%, ouais, c'est ça, c'est énorme. 2,5, oui. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, il y a aussi ce côté, oui, c'est la veille du week-end. Donc est-ce que c'est la veille du week-end qui est prépondérant dans cette décision de ne pas acheter ou de vendre un petit peu, ou alors est-ce que c'est l'inquiétude qui vraiment monte d'un cran? Comme vous Je pense dites, que c'est la Jean-Louis, conjugaison des effectivement, deux. il y a sans doute eu un moment un peu pivot ces dernières 48-72 heures, Ouais. puisque jusqu'à présent, dès le début du conflit, j'allais dire une ligne de défense des investisseurs avait été de dire tant que les capacités de production ne sont pas structurellement endommagées, on s'en remettra. Là, peut-être Oui. que l'histoire est en train d'évoluer de manière un peu différente. Philippe, c'est même un contre-pied général sur les marchés. Là aussi, si je reprends les tendances et les intérêts qu'on observait dans le marché avant le déclenchement de la guerre d'Iran, c'était quand même toujours l'idée que le dollar avait de quoi encore un peu baisser. C'était l'idée que les courbes de taux devaient se pontifier. Alors, elles bougent beaucoup, les courbes de taux, mais elles ont quand même plutôt tendance à se réaplatir un peu. C'était l'idée que il fallait se diversifier en dehors des actifs américains pour aller chercher de la tech asiatique, acheter de la value et de l'infrastructure en Europe. Et là, ce qu'on observe, c'est plutôt d'ailleurs des valeurs cycliques qui étaient à nouveau privilégiées, qui se retrouvent à nouveau dans la tourmente désormais. Et puis sur les matières premières, alors certes, le pétrole avait quand même commencé à baisser sur janvier-février, mais pas à la vitesse à laquelle on l'a observé depuis 3 semaines, bien sûr, mais c'était surtout les métaux qui gagnaient en performance, avec notamment les métaux précieux. Et là, à l'inverse, si le pétrole continue de monter, les métaux et les métaux précieux ont quand même bien dévissé depuis le début de la crise iranienne. La logique sous-jacente de la hausse des valeurs de la tech et des métaux stratégiques, c'était qu'on allait faire sortir de terre plein de data centers ultra puissants, ultra gourmands en énergie. Il faudra donc du cuivre pour acheminer des terawatts pour faire fonctionner tout ça. Beaucoup de métaux rares pour fabriquer des GPU super performants. Enfin, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et jusqu'à ce début de semaine, on résiste relativement au choc pétrolier, puisque, en fait, le S&P, le Nasdaq n'ont pas perdu plus de 5% depuis leur sommet. On remarquait que, face à des tas de nuages sombres à l'horizon, sur le plan conjoncturel, la croissance qui a fortement ralenti aux États-Unis, 4,4, on tombe à 0,7. L'inflation prix à production, boum, ça monte à 3,5, 3,9. En février, avant le conflit. Avant le conflit, avant que le baril prenne 35% et le gaz 40%. Bon. En fait, tout le monde était très, très bien couvert. La réalité, c'est qu'on avait même battu le record historique d'options sur le S&P, options put, bien sûr, de couverture. Et comme d'habitude, quand tout le monde est couvert, alors il ne se passe rien. Et beaucoup se sont dit, finalement, on est quand même très serein. Oui, le marché, il est couvert. Il faudrait vraiment une disruption grave
Puis on s'est dit TACO, faut le dire aussi. Ouais. TACO 1, Liberation Day, TACO 2, Groenland, et donc on se dit, comme d'hab, il y aura un TACO de Trump qui sera obligé de faire un virage à 180 degrés, donc pourquoi vendre ? Ouais. Et puis là, d'un seul coup... Ceux qui ont vendu à Liberation Day, ils n'ont pas forcément bien racheté aussi vite qu'il le fallait. Donc je pense que c'est le genre de baisse violente et de rebond très violent qui a laissé des séquelles dans la tête des investisseurs. Mais là, il y a une résilience où on finit par se dire, ce marché... il est invulnérable. Ouais. Puis on est tellement bien couvert. Mais moi, j'entendais exactement le même raisonnement avec les subprimes. Ouais, les subprimes, c'est peut-être un peu risqué, ouais, mais bon, quand même, j'ai des CDS et tout, je risque rien. Bon, faut-il que ceux qui ont vendu les CDS puissent payer la prime. Bon, là, c'est pas trop le problème sur les puts S&P, il y aura forcément une couverture. Mais on a complètement sous-estimé, en fait, le risque, 1, de ralentissement, 2, de disruption des approvisionnements, l'hélium notamment, les engrais, très important. Oui, ça va forcément impacter le prix mondial des aliments, des céréales. Voilà. Et puis, là, on découvre aussi aux États-Unis un problème qui est le stock de dettes douteuses dans le secteur privé. Alors, c'est pas vraiment du shadow banking, puisque là, il n'y a rien de vrai, de caché. La réalité, c'est que le secteur privé, les family office ont bourré les gestions, non pas de type américain qui ne rapportent pas grand-chose, et encore moins les Bund allemands. On a mis des lignes d'émissions corporate à 7, 8, 9, 10%, 10% pour du très très court terme. Ah, puis à ce coup... On a certains portefeuilles de clients privés qui se retrouvent aujourd'hui avec 20 à 40% de crédit privé, comme vous dites, avec des rendements qui offraient du 8-10%. Voilà, et on est maintenant à un taux de défaut de 9,2, ce qui est supérieur à ce qu'on a connu au pire moment de la crise, la grande crise financière, qui n'est pas arrivée pour le crédit en fait en 2008, ça concernait uniquement le subprime. Les entreprises en difficulté, les PME, PMI qui peuvent plus remboursé, ça c'est plutôt 2009-2010. Et là on est sur des niveaux pires. Mais surtout, quand on commence à entendre des grands noms comme BlackRock, Blackstone et des filiales de JP Morgan, à ma connaissance, qui se met aussi à réduire la possibilité de reprendre son argent sur ces produits à fort rendement, là, d'un seul coup, il fallait lire l'astérix, en page 4, c'est marqué. Là, l'émetteur se réserve de limiter les possibilités de retrait à 5%. Bon, jusqu'à présent, pouvoir tirer 10%, 15%... Alors, BlackRock, ils ont fait l'inverse. Je crois qu'ils ont augmenté les paliers pour montrer qu'ils étaient capables d'apporter de la liquidité à leurs clients quand d'autres étaient obligés de se refermer. Les clauses n'ont pas joué jusqu'à une date récente, et là, maintenant, elles jouent. Parce que, en fait, ceux qui détiennent ces produits-là, c'est comme des initiés. Ils savent très très bien l'état des entreprises. C'est pas comme le grand public qui va acheter, qui va aller à la première émission d'Eurotunnel. Les gens ils savent où ils mettent les pieds. Du private credit, la part aujourd'hui des clients particuliers, elle est quand même assez limitée. C'est quelques centaines de milliards peut-être de dollars sur un marché qui a atteint 2 trillions de dollars. Oui, mais 2 trillions, c'est l'encours. Mais là-dessus, les family office et le private equity, c'est des portefeuilles de 50, 100 millions. Et ils en ont tous quelques millions. Voilà. Mais on va pas faire du T-bond à 3,70. Bon, avec, je le rappelle, des taux souverains notamment qui sont en train de s'envoler aujourd'hui. Voilà, là, on atteint des seuils psychologiques, les 3% sur le 10 ans américain. Le 10 ans allemand. On passe les 4,30 sur le 10 ans américain. Voilà. Et vous dites qu'effectivement, il y a quand même aussi, là aussi, on va regarder un peu des graphiques sur les actions avec vous, Romain, mais ça marche aussi sur les taux souvent. Ça marche, ça a l'air de bien fonctionner sur le 10 ans américain. Depuis 2023, on bute sous une résistance en mensuel, on l'a buté dessus 6
6 fois. Et là, on est en train de la déborder. Cette résistance, elle se situe à peu près à 4,30, effectivement. Ça donne un mouvement haussier qui pourrait envoyer les taux à 5,25 autour. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment important à surveiller à très, très court terme. C'était le niveau avec lequel on flirtait au moment de Liberation Day et qui avait fait reculer Donald Trump sur les tarifs exorbitants ou délirants qu'il avait pu proposer à l'époque. Si on regarde quelques graphiques, justement, quand on est un peu dans le brouillard, l'analyse technique peut être un guide. Parfois, Romain, vous le saviez mieux que personne. Prenons le S&P 500 américain. Vous êtes venu aussi avec le graphique du MSCI World, donc le grand indice des actions mondiales, et puis un graphique également sur le Russell 2000, les small et mid cap américaines. Si on prend le S&P 500, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration actuelle là ? Qu'il y a toujours 2 scénarios sur 3 qui sont baissiers. Malheureusement, on est en train de tester les niveaux et les points bas qui dataient de novembre dernier. Donc on est potentiellement en train de faire soit un double appui, soit de rompre un niveau extrêmement important aux alentours de 6550. On constate qu'on n'accélère pas pour l'instant sous ce niveau, sous cette zone de prix. Il y a 2 scénarios, soit on accélère ici, et on rompt ce niveau et on peut accélérer de l'ordre de 5% tout de suite, soit on rebondit, c'est un peu le schéma ambivalent, de l'ordre jusqu'à 5%, pourquoi pas, pour aller chercher la borne haute du range qui est située un peu en dessous des 7000 points, qui est un gros plafond de verre qu'on avait évoqué depuis longtemps, et auquel cas on va former une structure de retournement de tendance potentiellement, sauf si on arrive à déborder ces 7000 points, ce plafond de verre. Ça, c'est le scénario alternatif qui a moins de probabilité, à mon sens, pour l'instant. Donc, est-ce qu'on recule pour mieux sauter ? Est-ce qu'on baisse maintenant ou est-ce qu'on baissera plus tard ? Si on regarde par symétrie dans la structure, ça pointe à la mi-juin pour un mouvement de baisse plus marqué, dans ce cas-là, et une structure de retournement baissière. En tout cas, ce qu'on voit sur le graphique du S&P, c'est qu'il y a cette structure en arrondi, en haut de marché. On n'aime pas ça en analyse graphique. Quand c'est arrondi comme ça, du haut vers le bas, c'est un potentiel rounding top. C'est lent à se mettre en place, mais c'est très puissant et ça confirme ce scénario de distribution, de phase de distribution qu'on anticipe depuis le mois qu'on constate probablement depuis le mois de novembre dernier. Ouais, bon. Si on se réfère à l'indice MSCI World, donc le grand indice des actions mondiales, est-ce qu'il y a une cohérence d'ailleurs entre ce qu'on observe sur le S&P 500 et ce qu'on observe au niveau mondial à travers cet indice ? Oui, il y a une cohérence. Il y a une structure de retournement qui est un peu technique, qui s'appelle une vague de Wolf baissière. On en a connu une sur l'indice CAC 40 qui a fonctionné extrêmement bien il y a une dizaine de jours. Elle est valable aussi sur le MSCI World. Elle laisse encore un peu de potentiel baissier. Elle indique de l'ordre de 3% de baisse sur les niveaux actuels par rapport au cours actuel. Donc peut-être un petit mouvement complémentaire de baisse qui est indiqué par cet indice très large, effectivement. Donc on n'est peut-être pas complètement sur des niveaux de support à surveiller. En revanche, effectivement, il y a le Russell 2000. Ouais, Russell 2000, qui était jusqu'à quelques semaines... qui était un indice leader, qui était censé être l'indice, là aussi, de la reprise cyclique, de la reprise industrielle, etc., etc. Effectivement, et qui lui aussi a baissé dans des proportions un peu moindres, mais qui est allé chercher une cible importante, la borne basse de son canal haussier de long terme, le canal que vous avez en bleu ici, et qui donc arrive aussi sur un niveau clé, un niveau charnière. Donc, on est peut-être en train de toucher des niveaux, en tout cas, on touche des niveaux qui sont déterminants. Si on les rompt, évidemment, ces changements de tendance, et on peut accélérer et avoir enfin je dis enfin parce qu'il est latent, ce sell-off, ou rebondir sur les niveaux, c'est vraiment un peu entre deux eaux pour l'instant, et on constate que manifestement, les opérateurs ne lâchent pas de papier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a cette idée qu'on a l'air d'attendre la bonne nouvelle qui permettra aux indices de rebondir, au marché de rebondir, et pour l'instant, c'est pas le cas. Jean-Louis, effectivement, comment on se comporte dans ce type de situation avec cette structure de marché, des investisseurs à la fois très couverts et en même temps des événements très, très fluctuants, très mouvants qui empêchent, j'imagine, d'être acheteur fort, mais qui limitent aussi la possibilité d'être vendeur très agressif, peut-être. Alors, moi, si vous voulez, j'ai déclenché des signaux de vente sur tous les indices que je suis, c'est-à-dire l'Eurostoxx, le CAC 40, le SP500, le DAX. Sur le SP500, là, vous en parliez il y a 2 secondes, il y a un gros niveau, c'était 6520, avec derrière un risque important d'aller chercher 6150. Donc, voilà, on a atteint ce niveau sur les futurs déjà une première fois la nuit. Là, on y est retourné pas très loin en cours de séance. Les marchés tiennent. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir que le marché américain tient bien, mais il y a, si vous voulez, en temps de crise comme ça,
D'abord, il faut acheter le pétrole, il faut du dollar, on paye cher, donc il faut beaucoup de dollars. Si vous voulez, il y a des flux vers le dollar, que ce soit sur des produits de taux ou des dettes souveraines et le dollar en lui-même. Vous avez l'or d'ailleurs qui se casse la figure en plus. Donc le refuge de l'or, on se demande où il est, mais bon, c'est comme ça. On a déjà eu donc cette situation il y a quelques mois, rappelez-vous, quelques semaines, où à un moment donné, c'était un vendredi, je crois, début de, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, l'or avait fortement baissé, les il y métaux a eu avaient perdu l'annonce 30%. concomitante de Kevin Warsh comme futur président de la Ouais. Fed, et c'est vrai que l'or avait baissé aussi beaucoup à ce moment-là. Ouais. Voilà. Donc pour l'instant, donc moi, si vous voulez, je travaille un biais, on va dire baissier, une tendance baissière en Europe qui est plus marquée. Si on va casser les 6520, on devrait normalement appuyer sur le bouton pour vendre davantage. Mais j'avoue qu'en effet, étant donné qu'on est sur des enjeux purement géopolitiques, que Trump peut nous sortir n'importe quoi, à n'importe quel moment, y compris la guerre est finie à la fin de la semaine. La fois dernière, elle était finie pratiquement, on avait l'impression quasi terminée dans la soirée ou peut-être au pire demain ou après-demain. Donc, vous voyez, vous vous souvenez, le marché a quand même bien rebondi. C'est perturbant pour les investisseurs, pour tout le monde, de voir un marché comme ça qui tout d'un coup prend 3-4% parce qu'il y a une déclaration qui est un petit peu rapide, on va dire. Donc voilà, ce sont des situations très difficiles. Et moi, ce que je fais, c'est que je travaille de gros écarts sur des petites positions. C'est le seul moyen de ne pas partir sous pression. Donc, vous voyez, quand on achète un peu, l'achat, je vais le faire avec des ventes de poudre parce que je vais vendre des volatilités extrêmement importantes. Mais ma position, je peux quasi la lever. Ou alors, je vais faire un effet de levier de 1,5, mais pas plus que, ou 2, mais pas plus que ça. Et encore, souvent, je fais des put spread, je travaille des call spread. On travaille énormément les options en ce moment. C'est vraiment extraordinaire, surtout sur le marché américain, d'avoir une liquidité telle qu'elle est là. Donc, sur les actions et sur les indices, le problème reste, en temps de crise, toujours un peu identique, c'est-à-dire qu'on a une très grande volatilité de la liquidité. C'est-à-dire qu'elle est là, elle n'est pas là. Tout d'un coup, tout le monde va dans le même sens au même moment. Donc vous avez à la fois des vendeurs qui retirent leurs ordres de vente et qui viennent payer le marché. Donc vous voyez, vous enfoncez des portes ouvertes. Alors, ce qui nous permet de garder espoir, je trouve, c'est qu'on a cette situation dans les deux sens. À la fois dans des moments où le marché se met à glisser à la baisse, ou même à glisser, à partir à la hausse. Sauf aujourd'hui où là, vraiment, les marchés européens, là, ça s'est encore dégradé depuis que l'émission a démarré. On a perdu, vous vous rendez compte, depuis 17 heures, on est passé de 7007 à 7640 sur le futur. Donc, avril, maintenant, c'est quand même une baisse pratiquement de 1% supplémentaire. Donc, on a une grosse dégradation en Europe aujourd'hui, on peut le dire. L'indice est en recul assez sensible. Il y a une forte pression par rapport aux États-Unis qui résistent plutôt bien. Ouais. Avec effectivement, je le rappelle, un mouvement spectaculaire de baisse aussi des marchés obligataires, et des rendements qui s'envolent, le Bund à 3% et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça, c'est évidemment de la pression aussi pour les valorisations des marchés actions. Philippe, dans les dictons boursiers, il y a toujours l'idée qu'il faut acheter au son du canon. Est-ce qu'il y a suffisamment de bruit de canon? Et est-ce que dans l'univers des marchés, est-ce qu'il y a déjà pour vous des opportunités, alors à chasser ou au moins à se mettre de côté dans un coin de sa tête là? Là, on sort de ce rounding top et on s'en est parlé. On l'a vu petit à petit se former, janvier, février, voilà, et c'est aujourd'hui finalement que donc sur le S&P 500, vous parlez, c'est ça? Non, pas que. Il y a aussi le Nasdaq qui est dans la même position, l'Eurostoxx. Tous sont sur cette figure d'épuisement de distribution où, on l'a commenté d'ailleurs, on avait en février des records d'achat de ce qu'on appelle le retail, les particuliers, face à des initiés qui vendaient en face.
Alors maintenant, maintenant que tout le monde commence à comprendre ce qui s'est passé, que comme d'habitude, les particuliers sont venus acheter au plus haut. Pas toujours vrai depuis quelques années. Hein. Ouais, ils ont bien acheté en 2020, ils ont bien acheté en 2022. Ils ont acheté en 2025 Liberation Day. Ils ont misé il y a à fond. quelques années qui sont quand même un peu plus... Oui, il y a des communautés où il y a des gens qui sont un peu initiés, qui expliquent, vous inquiétez pas, le put Fed, il est là. Ils vont arriver, ils vont sortir le carnet de chèques. Ils vont certainement le faire, là. Surtout avec Trump, pour qui la bourse est quand même le baromètre, la boussole, bref. Il ne faut pas que Wall Street se casse la figure. Sinon, c'est pas les midterms qui sont perdus. C'est son mandat. Parce qu'on ne lui pardonnera pas un gallon d'essence à $5. On ne lui pardonnera pas de perdre 30-40% sur son son 401K. Si Trump devient celui qui a ruiné les riches, ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Donc, moi, ce qui, aujourd'hui, m'interpelle, c'est quels sont les secteurs là, qui commencent vraiment à morfler. Ouais. Donc là, on voit clairement le tourisme. Voilà, on a compris qu'on n'irait pas passer ses vacances à Dubaï ou à Abu Dhabi, voire même à Oman avant un petit bout de temps. Les compagnies aériennes, elles vont plus se poser à Doha, elles vont plus se poser à Dubaï, remettre du kérosène pas cher. Maintenant, il faut faire de longs détours parce qu'il faut contourner la Russie, qu'on n'a pas le droit de survoler. L'Ukraine, on évite aussi. Donc, quand on se rend en Orient, en Thaïlande, etc., on fait plus halte. Donc, on prend pas du kérosène pas cher et on fait plus de kilomètres. Donc là, c'est très, très mauvais pour l'aérien, c'est très mauvais pour les groupes hôteliers. Et puis là, on voit qu'avec la fermeture des 3 plus gros hubs, Dubaï, Abu Dhabi, Doha, le luxe, ça va forcément avoir un retentissement. Parce que les galeries, il n'y a plus personne dedans. Je vois aussi que, puisque les compagnies aériennes vont certainement avoir moins de réservations, on se dit peut-être qu'on paye un peu cher Safran Airbus. Voilà, donc là, je vois aussi que ça tape un peu. Le marché commence là à dire, voilà, je comprends. On pense qu'il y avait beaucoup monté aussi. Hein. Ouais, mais je commence à comprendre un petit peu le scénario. Et a priori, la guerre, elle n'est pas finie ce week-end. Et Peter Hegseth, le ministre de la guerre, demande 200 milliards de rallonge pour une guerre qui est terminée. Si on écoute Trump, ça y est, ils sont finis, ils sont pliés, les Iraniens. Oui, alors il dit ça une fois et il dit autre chose aussi. À la fin de la phrase, il dit l'inverse à la fin de la phrase. Oui. Mais toujours est-il que la guerre a déjà coûté plus de 22 milliards et qu'a priori, si on en demande 200, à 1 milliard par jour, ça veut dire qu'elle dure 3 mois de plus. Petit calcul, calcul. Oui. Donc, ça, c'est comme des signaux où on se dit, le retour à la normale, il n'est pas pour avril. Ce qui a effectivement un peu changé cette semaine. Ah ouais. Oui. oui. Voilà. Donc, pas d'opportunité. Enfin, dans l'univers des actifs, là, il n'y a rien qui nous tend les bras aujourd'hui. Je ne dirais pas que rien ne nous tend les bras, parce que Exile, Techno, voire Parrot, c'est peut-être des pistes. Mais bon, on n'est quand même pas sur du positif. Et ceux qui produisent des engrais aussi, malheureusement, on n'en a pas en Europe. Mais si vous en trouvez un au Canada, intéressez-y-vous, parce que c'est pas le Qatar qui va se mettre à exporter des bateaux pleins dans les 15 prochains jours. Alors, je parlais aussi des matières premières, Romain. Comment vous regardez ? Alors, c'est vrai que le pétrole avait déjà commencé à prendre 10-15% depuis le début de l'année à fin février. Tout ça, c'est bien sûr beaucoup accéléré. Le focus aussi était mis sur les métaux précieux et les métaux en général. C'est intéressant, il y a quand même une forme de fracture là depuis le début de la guerre. Les métaux ont quand même passablement corrigé. L'or a dû perdre peut-être $1,000 l'once. Quand le pétrole, lui, évidemment, continue son chemin en avant et s'accélère même. Pour ce qui est des métaux, effectivement, il y a plusieurs choses. Il y a déjà des prises de bénéfices sur des actifs qui avaient bien performé. On fait du cash parce qu'on s'aperçoit qu'il pourrait y avoir des opportunités ou du risque. On sait aussi... C'est pas incohérent de voir l'or et l'argent baisser. Non, en plus, c'est souvent le cas quand on voit les marchés actions baisser aussi un peu fortement, de voir qu'on dégage les collatéraux, et c'est souvent ce qu'on vend rapidement, en tout cas pour l'or, pour dégager des collatéraux et protéger des positions sur actions ou voir trouver des opportunités. Donc souvent, dans un premier temps, c'est le cas. Historiquement, quand on regarde l'or face au S&P, dans les mouvements de baisse marqués sur les indices actions, l'or
est un peu plus stable en général. Mais dans un premier temps, c'est assez logique et aussi compte tenu du parcours qu'on vient de connaître. Donc pour l'instant, plutôt mouvement baissier. On est proche, à mon avis, des zones cibles 4550 sur l'once d'or. On pourrait avoir des extensions 4420, 4220. Qui sont des niveaux de support qui pourraient être intéressants pour revenir, pourquoi pas. Intéressant de voir s'il y a des réactions là sur les niveaux de l'or. Sur les niveaux de l'or, voilà, 4220, 4550, ce sont des zones de prix importantes. 63, 71 sur l'argent aussi. Ce sont les lignes de tendance haussière de long terme qui sont en jeu. Donc peut-être des réactions à avoir de ce côté-là aussi. Et pourquoi pas sur les terres rares, on arrive sur des niveaux de support intéressants. Vous avez un graphique avec un ETF sur les Strategic Metals et Rare Earths. Qui a bien baissé. Alors, on est toujours dans cette ambivalence. Est-ce que c'est le niveau où on paye et ça repart, ou est-ce qu'on a formé, et c'est ce qu'on est peut-être en train de faire, un avalement baissier en mensuel, c'est-à-dire que la bougie du mois en cours a ouvert plus haut que celle du mois précédent et clôturerait plus bas. Et donc ça, en haut de marché, après un rebond, pareil, c'est difficile. Donc c'est des points de repère, des niveaux à surveiller, difficile de juger. Quelques titres aussi qui arrivent sur des niveaux de support. Vous parliez d'Airbus. On avait détecté une structure de retournement en double top. On est allé chercher la cible ou quasiment on est proche du niveau cible. Sur Hermès, qu'on pourra regarder aussi, il y a des niveaux cibles qui ont été atteints, baissiers. Donc, est-ce qu'on va avoir des réactions ici? On ne sait jamais, mais en tout cas, on a atteint des niveaux intéressants. Hermès à 2600, quand on a indiqué des baisses qui pouvaient mener à 1688, je peux vous dire que personne peut acheter quoi. Peut acheter l'idée que ça pouvait baisser à 1600 euros l'action Hermès. Sur l'or et l'argent, je vous ai entendu acquiescer, Philippe. Ouais, quand je vous demandais s'il y avait des opportunités, c'était le sens de ma question aussi. Les corrections majeures et après un triplement de l'argent en 2025, on pouvait s'attendre à une correction en 2 vagues. La deuxième, elle a mis du temps à arriver. En fait, elle commence vraiment, même après le coup d'envoi des opérations dans le Golfe. Étant donné qu'elle a mis 6 semaines à arriver, je dirais qu'elle peut se prolonger 6 semaines. D'accord. C'est-à-dire que ça peut nous emmener à fin avril, avant que l'argent redémarre. À mon avis, d'ici fin avril, on aura peut-être mesuré à quel point les économies risquent de rentrer en récession. Et là, on va commencer à se dire, la planche à billets, elle arrive. Et là, on se remettra, bien sûr, sur l'or et l'argent. Les banques centrales, évidemment, sur l'or. Et la relance par la planche à billets, ça veut dire qu'on relance l'industrie. Et du coup, on aura besoin d'argent et il y a pénurie. On n'est pas encore totalement dans cette phase, puisqu'on est plutôt en train de discuter de l'éventualité de hausse de taux. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas gérer le bilan de manière différente, mais pour l'instant, c'est plutôt les hausses de taux qui sont en train de s'intégrer dans les marchés. Mais on sait que quand les taux montent, ils peuvent aussi rebaisser après. Jean-Louis, sur le dollar, justement, tiens, à propos de hausse des taux, là aussi, c'est quand même... l'ampleur du contre-pied, je vous laisse peut-être le décrire, parce que là aussi... alors c'est vrai qu'après la chute de 10% du dollar sur les 6 premiers mois de 2025, beaucoup se disaient que ça allait peut-être pas continuer à cette vitesse avec cette ampleur, mais beaucoup d'investisseurs long terme étaient encore dans l'idée que le dollar avait peut-être encore un peu à perdre. Oui, en même temps, il y avait des objectifs vers 1,21 et on l'a quasi atteint ce niveau. Ce qui est plus peut-être surprenant et qui prend un peu à contre-pied pour reprendre votre idée, c'est que c'est pas resté longtemps sur ce niveau-là. On est vite reparti à la baisse. Donc on a fait le plus haut, c'était quand? C'était le 27 janvier. Depuis, on recule par petites vagues. Alors, on a quand même une grosse résistance de l'euro-dollar. Moi, je suis presque surpris. Aujourd'hui, l'euro s'est vraiment stabilisé. Il s'est quasiment rien passé sur l'euro-dollar. Alors, on a une tendance baissière. On a des objectifs potentiellement vers 1,1390. Donc ça, c'est le premier niveau qui a déjà été approché. Ensuite, ça serait plutôt vers 1,12. Bon, on n'en est pas là pour le moment, mais voilà. Et ce qu'on va faire dans ce genre de situation, c'est en fait définir un niveau à partir duquel on considère que le mouvement de repli est neutralisé. Donc, comme là, on est dans une situation un peu de crise, évidemment, et que le mouvement, à partir
de l'accélération qui a eu lieu début mars, eh bien, ce mouvement de baisse rapide nous éloigne automatiquement du niveau à partir duquel les choses iraient mieux. Alors, on pourrait penser 1,18, vous voyez, et puis après, on abaissera peut-être ce niveau, je ne sais pas, à 1,1740, des choses comme ça. Mais pour le moment, la tendance est baissière. On a un objectif à 1,1390 à peu près. On peut pas penser, si vous voulez, le problème de cette situation, c'est que je peux pas jouer un scénario sur lequel je me dis on va aller vers un 15. Non, je ne sais pas. Le message envoyé par les marchés, de toute façon, dans ces situations d'extrême volatilité constatées ou potentielles, nous ne permettent pas d'élaborer des scénarios de fond avec une tendance de fond. Automatiquement, quand c'est la crise, c'est violent, il y a de la vol, il y a de l'écart, il y a du contre-pied en permanence. Donc, s'installer tranquillement dans son fauteuil en se disant « Bon, allez, je vais jouer la hausse ou la baisse », enfin en l'occurrence la baisse, et je vais patienter, je ne vais pas trop regarder. Non, on ne peut pas se permettre de ne pas trop regarder. Vous voyez. Donc, c'est difficile. Ce sont des situations tendues pour les investisseurs. Un dernier mot, Romain. Alors, vous parliez d'Hermès tout à l'heure, mais moi, je veux bien qu'on parle de Microsoft. Ça fait partie. Moins 5 pour Microsoft au moment où on se parle. Hermès, pardon. Mais Microsoft, depuis octobre, la tech américaine, les Mag 7 ne montent plus depuis octobre et ont plutôt tendance à baisser. Mais pour une petite comme Microsoft, une des plus belles blue chips du monde, c'est 30% de baisse. Et comme on le disait avant l'émission, personne n'est en train de se ruer là pour ramasser du Microsoft à moins 30%. Manifestement, et ça c'est quand même un des emblèmes du moment. On arrive sur la borne basse d'un canal haussier de long terme, donc on aurait pu envisager des rebonds assez rapides. Et on voit que le précédent a été d'ailleurs très rapide. Dès qu'on a touché des niveaux techniques pareils, eh bien, en général, les opérateurs se ruent sur le papier. Pour l'instant, on est en train de rompre ce niveau-là. Donc, c'est peut-être un changement de long terme qui se met en place. Ouais. C'est ce qu'on pense depuis le mois de novembre. Et puis, pour donner aussi un autre élément sur l'indice parisien, aujourd'hui, on vient de clôturer la séance dans un volume de 11 milliards 300 millions. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de volume. Je crois que c'est fait partie des records. Peut-être des années qu'on n'a pas vu autant de volume. Au plus bas. Et il y a cette étude de Goldman Sachs qui a regardé quel est l'impact des 450 milliards investis dans l'IA. Pour l'instant, sur les profits, 0. Sur le PIB des États-Unis, 0. Oui, bon, ça, oui, très bien. J'ai pas de doute que l'étude de Goldman Sachs est bien fichue, mais on l'a vu quand même dans des résultats. Meta, les boîtes nous parlent aussi quand même des... Meta, c'est 20 000 licenciements. Voilà. Oui, non, mais d'accord. Bon, bref, on reprendra le thème de l'IA quand les choses se seront un peu calmées, mais ça reste un thème important quand même pour le marché aujourd'hui, avec d'ailleurs une partie software. On parlait beaucoup du SaaSmageddon jusqu'au déclenchement de la crise iranienne. Le SaaSmageddon est un peu relégué au second plan pour l'instant, puisqu'on a vu quand même la partie software beaucoup mieux tenir que la partie hardware, hardtech et infrastructure IA. Merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle journée d'échéance. Chaque troisième vendredi du mois, vous le savez, les trois sorciers de Smart Bourse sont avec nous. Jean-Luc Hussac qui était à distance, Perceval Finance Conseil, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct et cofondateur de l'Atelier des Options, et Philippe Béchade, président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Chaque troisième vendredi du mois, nous avons les trois sorciers et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, les équipes du Café de la Bourse qui nous accompagnent pour un exercice de pédagogie boursière. Et c'est Louis Yang qui est à mes côtés ce soir, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. Oui, pédagogie, d'ailleurs, le mot est particulièrement pertinent, je trouve, puisque nous parlons des ETF actifs. C'est vrai que ça y est, la grande vague de démocratisation des ETF est sans doute là devant nous depuis quelques années. La dimension active de certains de ces ETF l'est peut-être moins aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF actif, Louis ? Oui, tout à fait. C'est des produits qui sont quand même plus récents, même si l'offre se développe de plus en plus. Alors, on a un ETF actif, c'est très simple. C'est un ETF où le gérant de l'ETF va décider de manière discrétionnaire comment il va composer son ETF, contrairement à un ETF classique passif qui va traquer en fait un indice qui aura été fourni par Euronext, Bloomberg ou MSCI par exemple. Et en fait, au sein des ETF actifs, on peut même distinguer, on va dire, deux grandes catégories. Ouais. Il y a les ETF semi-actifs
qui sont en fait, Non, mais c'est bien, le marketing est là pour ça. Donc, ouais, exactement. ETF Donc, semi-actif. voilà, alors. semi-actif où ça va suivre en fait une formule mathématique Ouais. pour vous permettre en fait de mettre en place une stratégie qui peut être générer du rendement complémentaire, se protéger contre la baisse, enfin une stratégie qui est prédéfinie. Et les ETF qui sont vraiment 100% actifs où là c'est le gérant qui a carte blanche. Et donc, oui, c'est ça. Gestion totalement discrétionnaire, finalement. Exactement. Et l'ETF n'étant plus qu'une enveloppe Exactement. servant à intégrer une stratégie de gestion active assez classique. Exactement, ça. mais avec les atouts de l'ETF, c'est-à-dire la cotation, la liquidité, les frais moindres, etc. Oui, oui. Si vous voulez acheter une part d'ETF à 22h le soir, vous pouvez, il n'y a pas de problème, et vous avez une liquidité pour ça. Comment on réfléchit à monter une stratégie à base d'ETF actifs en 2026 ? Est-ce qu'il y a des produits que vous suivez et qui vous paraissent plus pertinents que d'autres, par exemple ? Là, je pense que dans le contexte Alors actuel, il y a... on peut s'extraire un peu du contexte. Oui, alors si on prend le contexte actuel, je pense que les ETF actifs, semi-actifs qu'on appelle les ETF buffer, qui sont assez récents, peuvent vraiment matcher. C'est des ETF en fait qui correspondent à des produits structurés, qui sont plus connus des investisseurs particuliers, notamment les investisseurs patrimoniaux, parce qu'il y a pas mal de conseillers en gestion de patrimoine qui sont assez friands de ce type de produits. Donc, c'est-à-dire, je le rappelle rapidement, ça permet en fait d'être investi sur un indice ou un panier d'actions avec des protections de capital. On peut se positionner sur un indice avec une protection de perte de 10%, 15% ou plus. Et la contrepartie de cette protection, c'est que la hausse est capée aussi. Vous prenez moins la hausse. Voilà, exactement. Mais du coup, dans un marché comme celui qu'on connaît actuellement, il peut y avoir un intérêt. Et l'avantage de l'ETF, c'est ce que je disais là, ça va être moins de frais, ça va être des produits plus faciles d'accès par rapport à un produit structuré classique. Donc ça, c'est ETF buffer, vous dites. Exactement. Okay. Donc ça, c'est une piste qui peut être intéressante. Une piste qui était intéressante il n'y a pas si longtemps, qu'il faut garder en tête et que j'aime bien, c'est les ETF cover call. Alors la stratégie cover call pour les investisseurs qui sont sur les options, c'est assez connu. Donc c'est vous détenez un panier d'actions et vous vendez en fait des options call pour générer un rendement complémentaire de votre portefeuille. Mais après faut savoir investir dans les options, faut avoir un intermédiaire financier qui le propose. Donc c'est pas accessible à tous. Donc l'avantage de l'ETF, c'est la même chose. Il vous fait la stratégie. Exactement. Et donc cette stratégie là, ça va vous permettre en fait d'avoir un rendement complémentaire de votre portefeuille. Et la contrepartie c'est la même en fait, c'est que la hausse est capée aussi. Ouais. C'est quand même un point. Alors, j'entends l'aspect enveloppe ETF, la liquidité, les frais effectivement plus compétitifs. Il y avait aussi un autre atout au départ de l'industrie ETF qui était quand même la simplicité. Là, on n'est plus sur des produits simples. Ça devient des stratégies assez complexes. Tout à fait. C'est vrai que c'est plus complexe, il faut le comprendre. Mais après, la simplicité réside dans l'achat et la vente du produit. Ça n'a pas changé. Mais effectivement, sur ce type de produit, il y a quand même une compréhension à avoir avant d'y aller. Les stratégies sont de plus en plus complexes, mais accessibles simplement aujourd'hui pour des particuliers. Si on reprend donc l'idée des purs ETF actifs, de la gestion discrétionnaire, on va dire, quelles sont les thématiques, les zones géographiques là qu'on peut regarder aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pense que sur les gros trends type AI, robotique, ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que il faut vraiment éviter, je pense, vraiment l'ETF peut-être global qui va se positionner sur l'ensemble du secteur, parce qu'on a très clairement des gagnants et des perdants. Donc l'ETF un peu fourre-tout, quoi. Voilà, je le dis comme ça. Voilà, exactement. Il faut peut-être faire plus attention. Il y a évidemment l'approche stock picking qui est possible, mais là, pareil, il faut avoir quand même l'expertise sur ce type de business où c'est quand même compliqué de comprendre ce qu'il y a derrière. Je pense à Palantir, c'est quand même de ce type d'entreprise ou des entreprises comme Big Bear, en fait, très spécialisées, Palo Alto, etc. Donc du coup, un ETF où on croit aux gérants, je pense par exemple à Ark Invest ou à iShares, en fait, qui ont une vraie expertise sur ce type de domaine, il peut y avoir un intérêt en fait à regarder ça. Au niveau, donc là, je pensais plutôt thématique. Après, au niveau zone géographique, l'Europe, ça reste intéressant. Donc
pareil, aller chercher des signatures, enfin des gérants chez qui vous avez des convictions, ça peut être Amundi, JP Morgan, etc. Le Japon aussi, il peut y avoir des choses intéressantes sans forcément traquer bêtement traquer de simplement manière... l'indice. Simplement l'indice. Aller un peu au-delà de Voilà, simplement exactement. la réplication de l'indice. Quoi. Exactement. Bon, on verra. L'Europe, le Japon étaient des zones qui étaient privilégiées, effectivement, ces derniers mois, avant le démarrage de la crise iranienne. On verra comment les choses, évidemment, atterrissent, si je puis dire, et si ces tendances restent intéressantes pour la suite. Comment on analyse et comment on sélectionne un ETF actif, Louis? Est-ce qu'il y a des choses particulières, justement, à regarder? Alors là, effectivement, il faut faire attention parce que comme ils sont récents, il y a souvent peu de track record sur ce type de produit. Donc, très clairement, il ne faut pas juste regarder la performance récente. C'est un indicateur, évidemment, du momentum, parce qu'il y a vraiment cet effet momentum qui peut être intéressant sur les ETF. Mais très clairement, ça ne peut pas être votre seul critère de décision. Encore une fois, les frais. Parce que pour un investisseur actif moyen-long terme, les frais, surtout à moyen-long terme, ça peut vraiment rogner la performance. Donc ça, c'est un critère important. Allez, du coup, sélectionner les émetteurs de renom avec des grosses capitalisations, une liquidité qui est présente. Ça, c'est des critères importants. Il y a aussi le critère de disponibilité, comme c'est assez nouveau. Est-ce que votre broker le propose? Oui, ça, c'est un sujet. En sachant que ça, tous les investisseurs ne le savent pas, il est toujours possible de contacter en fait le broker pour leur demander de référencer un produit financier, un ETF. Voilà. Donc ça, c'est possible. Oui. Le client peut faire bouger son broker. Voilà. Il peut au moins faire la demande. Est-ce que ça va fonctionner ou non, c'est autre chose. Mais c'est vrai que le sujet de la disponibilité, elle est vraiment présente. Donc ça, c'est important. Et après, dans une approche peut-être un peu plus globale de gestion de portefeuille, on dit toujours les ETF, ça diversifie. C'est vrai, mais attention à bien vérifier ce qu'il y a sous le capot de chaque ETF et qu'il y a une vraie diversification derrière. Je pense que dans le contexte actuel de volatilité, surtout si on se met sur des thématiques précises liées à la tech ou même sur l'énergie ou les bancaires, il faut faire attention à vérifier qu'on a une vraie diversification et regarder sous le capot de ce qui compose les ETF. Ouais, on a beaucoup parlé, effectivement, diversification géographique, thématique, sectorielle, attention aux change également. Il y a des ETF couverts du risque de change aujourd'hui. Voilà, on se souvient que le dollar a baissé de 10% en 6 mois au début de l'année 2025. Ce qui a annulé la perf. Et voilà, beaucoup ont eu du mal à comprendre pourquoi leur ETF n'avait pas performé, effectivement, quand ça revenait en euros derrière. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cet éclairage sur les ETF actifs. Ça fait une paire d'années, effectivement, que l'offre est en train de se développer. La croissance est là, même si l'industrie ETF est encore dominée par des ETF plus traditionnels et la gestion passive, comme on l'appelle ou comme on l'appelait jusqu'à présent. Louis Yang, qui était à nos côtés, comme chaque mois dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse.